Nouvelle semaine, nouveau numéro de décryptation Niveau d'Info. Bonsoir et merci de votre fidélité. L'armée soudanaise a repris vendredi dernier le palais présidentiel aux forces de soutien rapide SFR, infligeant un coup dur aux paramilitaires. Ceux-ci n'ont pas manqué de riposter par un raid meurtrier de drones sur le bâtiment érigé à Khartoum près de 2 ans après le début de la guerre au Soudan. On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Que symbolise pour l'armée soudanaise la reprise du palais de la présidence? C'est un symbole important pour 2 raisons. La première raison, puisque Burhan se considère, Abdel Fattah, comme le président de la République du Soudan, un président de la République, il doit être au palais présidentiel. Mais puisque c'est les forces de soutien rapide qui détenaient le palais présidentiel, ça posait problème un peu que celui qui dit « je suis le président de la République » ne soit pas au niveau du palais présidentiel. Le deuxième élément, c'est qu'ils sont en train d'aller de victoire en victoire depuis la fin du mois de décembre, alors qu'auparavant, c'est le contraire. C'est les forces de soutien rapide avec Imeti qui prenaient les initiatives et c'est l'armée qui reculait. Donc depuis quelque temps, c'est l'armée soudanaise qui est en train d'avancer. Donc dans cette avancée, prendre le palais présidentiel devient effectivement un symbole intéressant pour eux. Et après cette reprise, les SFR n'ont pas manqué de riposter par un raid meurtrier de drones. Mais quelle analyse faites-vous de cette tactique? Il faut dire que Khartoum n'est pas entre les mains du général Abdel Fattah al-Burhan. Ils ont repris une partie de Khartoum, ils ont repris le palais présidentiel, mais les FSR sont encore au niveau de Khartoum. Ils n'ont pas pris l'intégralité de Khartoum. Ce qui fait que facilement, quand ils ont quitté le palais présidentiel, sachant que certainement les gens vont célébrer leur victoire, ils leur ont envoyé des drones. Bon, selon les dires des paramilitaires, ils disent qu'il y a eu 89 morts. Ce qui est clair, c'est qu'on a 3 confrères journalistes de la télévision nationale du Soudan qui ont perdu la vie à cause de ces drones sur le plan militaire. L'armée n'a pas véritablement communiqué sur le chiffre. Mais ça montre que même s'ils ont pris le palais présidentiel, la prise du palais présidentiel ne signifie pas la fin des combats au niveau de Khartoum. Justement, même si ces dernières semaines, l'armée soudanaise a progressé face au SFR, quels sont les futurs défis après donc, la reprise du palais présidentiel? Il y en a beaucoup malheureusement pour Abdel Fattah al-Burhan qui considère que c'est lui le président de la République et les autres sont des terroristes, bien que c'est son appréciation à lui. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont déjà tout un combat à mener encore au niveau de Khartoum, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne maîtrisent pas encore totalement la ville de Khartoum. C'est ça. Vous avez le Darfour qui est pratiquement entièrement entre les mains des forces de soutien rapide. Vous avez également Omdurman qui n'est pas loin de Khartoum, qu'on considère comme la ville jumelle de Khartoum d'ailleurs, qui est pratiquement également entre les mains des FSR. Donc ils n'ont pas encore résolu le problème. Mais bon, c'est la guerre de la communication. Donc quand on réussit à gagner un espace, on fait beaucoup de boucans, on les a vus se filmer, faire des vidéos et tout, mais la guerre est très loin d'être terminée parce qu'immédiatement après la prise du palais, Emeti a réagi en disant qu'ils vont continuer la guerre. Et actuellement, ils sont en train effectivement de faire la guerre au niveau du nord du Darfour, où entre jeudi et vendredi seulement, 15 000 personnes supplémentaires ont été déplacées. Ce qui veut dire qu'on est loin de la fin de la guerre pour le moment. Et le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, réclame des SFR de déposer les armes, faute de quoi il n'y aurait pas de négociation. Justement, de quelles négociations s'agit-il? Dans quelles conditions est-ce que ceci pourra se faire? Si c'est la condition, il n'y aura pas de négociation. Parce que Emeti a dit qu'il ne déposera pas les armes. Et si on se rappelle, au début de cette guerre, il y a 2 ans, on le disait ici, les négociations ont très peu de chances pour aboutir. Vous avez 2 généraux... Dans le contexte actuel? Pas seulement dans le contexte actuel, depuis le début, vous avez 2 généraux gâtés qui veulent faire ce qu'on appelle un mortal combat. Chacun veut supprimer l'autre. Ils ne sont pas du tout dans une logique de négociation. C'est pourquoi il y a eu des tentatives de négociation avec l'Arabie Saoudite, il y a eu des tentatives de négociation avec les États-Unis, il y en a eu avec l'Union africaine, mais on a toujours trouvé de petits arguments pour faire en sorte que les négociations échouent.
dans les négociations, la seule chose que l'Union africaine, plus les autres, parce que là, ils s'étaient réunis, avaient réussi à avoir, c'était le passage des convois humanitaires. Ce qui avait été obtenu d'ailleurs de façon extrêmement difficile pour pouvoir venir en aide aux populations déplacées, etc. Ça veut dire que jusqu'à présent, la logique qu'ils avaient au départ dans cette guerre, c'est cette logique qui est là jusqu'à présent, éliminer l'autre pour diriger le Soudan. Et selon les estimations de l'ONU, environ 2 millions de personnes sont confrontées à une situation d'insécurité alimentaire extrême au Soudan et 320 000 personnes souffrent déjà de famine, situation réellement préoccupante. Oui, la situation est plus que préoccupante. On peut parler de désastre humanitaire à cause de ces deux généraux. On est à des dizaines de milliers de morts. Les chiffres vont de 61 000 à 150 000 morts. Khartoum seul, il y a 3 500 000 personnes qui se sont déplacées. En 2 ans. Sur tout le Soudan, il y a 12 millions de personnes déplacées, des déplacés internes, ceux qui sont restés sur le territoire, mais qui ont quitté leur lieu d'habitation, et ceux qui ont traversé les frontières, parce que nous ne pouvons plus rester au niveau du Soudan. Mais est-ce que pour une guerre de pouvoir entre deux généraux, il faut laisser ces généraux continuer à faire autant de catastrophes pour des populations, alors que je suis convaincu qu'aucun de ces généraux au pouvoir ne fera du Soudan un Eldorado. Mais est-ce que ça vaut toute cette catastrophe en termes de morts, en termes de personnes déplacées? Malheureusement, le Soudan fait actuellement partie des guerres qu'on a oubliées, puisque la communauté internationale a ses priorités en matière de guerre. La communauté internationale a également sa hiérarchie en termes de morts. Il y a des types de morts, c'est pas grave, même si c'est nombreux. Il y a d'autres types de morts, même s'il y en a 2, on a fait un scandale, on en parle partout. Le Soudan est en train de souffrir de cela. Et au Soudan du Sud voisin, les tensions ont également ressurgi dernièrement. Y a-t-il des risques d'une intensification du conflit ou y a-t-il vraiment des risques d'embrasement dans la région? Non seulement il y a des risques d'embrasement, il y a même des risques de jonction entre les belligérants d'un côté et les belligérants de l'autre côté. L'ONU, dans un des rapports, l'ONU en parle en montrant que le pouvoir actuellement essaie de couper cette frontière-là, le pouvoir avec bien sûr Abdel Fattah el-Burhan, de couper la frontière en craignant que les FSR ne puissent se lier avec les Nouers en particulier au niveau du Soudan, qui sont concernés par cette guerre au niveau du Soudan du Sud. N'oublions pas que ce Soudan du Sud faisait d'abord partie du Soudan avant de se séparer du Soudan. Il y avait des liens traditionnels qui étaient là. Et les organisations de la région, lors de leur sommet concernant en particulier le Soudan du Sud, avaient également posé ce problème. Il faudrait éviter que les deux Soudans s'embrasent dans une sous-région où il y a déjà plein de problèmes. La Centrafrique n'est pas stable. Elle est à la frontière. Le Tchad n'a pas fini avec ses mouvements armés. La Libye n'est pas loin. La RDC n'est pas aussi très loin. Vous imaginez, ça fait trop de conflits dans une zone qui n'est pas aussi grande. Quelles sont les avancées obtenues avec la médiation en cours? En fait, il n'y a pas eu grand-chose en matière d'avancée pour les médiations, puisque Abdel Fattah al-Burhan se considère comme le président de la République et il considère Hemeti Daglo comme un terroriste. Et pour lui, c'est à eux de se soumettre, de déposer les armes, etc. Il y a eu beaucoup de difficultés dans la médiation également parce que les Émirats arabes unis, les États-Unis, tous ont un côté dans ce conflit. Et à chaque fois qu'il y a de la médiation, une partie considère que tel médiateur dans le groupe des médiateurs est plus proche de telle autre partie. Et ce n'est pas toujours faux, puisque les Émirats arabes unis sont régulièrement accusés d'avoir fourni des armes aux paramilitaires de Hemeti, en passant par le Tchad, par exemple. Vous avez plein de rapports qui font ce genre d'accusation, même si les Émirats arabes unis démentent cette information. Vous avez l'Iran qui est plutôt proche actuellement du général al-Burhan, à qui il a fourni des drones. Vous avez la Russie par l'intermédiaire de Wagner, qui était plutôt du côté des paramilitaires et qui semble migrer actuellement vers le pouvoir parce qu'ils sont intéressés par le port Soudan où ils veulent mettre une base militaire, etc. Et malheureusement, dans ces guerres, c'est toujours comme ça. Ces éléments extérieurs qui interviennent
n'interviennent pas du tout sur la base d'une logique de l'intérêt national du pays. Chacun intervient sur la base de son propre intérêt. On a vu la même chose en Libye à un certain moment. Certains s'étaient mis du côté du général Haftar. Après, on les a vus migrer pour aller vers ce gouvernement d'union nationale qu'eux-mêmes avaient mis sur place, etc. Ça veut dire que quand il y a une guerre dans un pays, il est bon que les nationaux comprennent que les étrangers ne font que compliquer leur guerre et ils ne viennent apporter le soutien à personne. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Et selon vous, quelles pourraient être les prochaines étapes de ce conflit? Est-ce qu'une résolution pacifique est envisageable? Elle est difficilement envisageable pour l'instant parce qu'il faut rappeler que tous ces généraux sont des voleurs de pouvoir. C'est les populations soudanaises qui se sont soulevées sur une très longue période et qui ont pratiquement réussi à faire tomber l'ancien président Omar el-Béchir. L'armée est arrivée au dernier moment. Et quand l'armée est arrivée, les civils n'ont pas voulu que l'armée prenne le pouvoir, mais c'est par la force que l'armée s'est impliquée dans la transition. On a parlé d'une transition partagée. Une partie de la transition devait être effectuée par l'armée, et quand l'armée a fini sa transition, l'armée a refusé de remettre le pouvoir aux civils pour que les civils continuent la transition. C'est avec ces civils-là qu'on peut trouver une solution. Malheureusement, pendant que les civils réclamaient cette transition, l'armée s'est mise à réprimer ces civils avant maintenant qu'à l'intérieur de l'armée, ces deux généraux gâtés se mettent à se faire la guerre les uns contre les autres, de sorte que cette partie société civile au niveau du Soudan qui avait fait véritablement ce travail de concept, de contenu de la transition, de la durée de la transition, composée par des universitaires, des magistrats, tout un ensemble de personnes qui étaient en train de repenser un autre Soudan, ces gens ne peuvent plus aujourd'hui se présenter parce qu'ils ne portent pas des armes, et dans ce Soudan complètement désaxé, ces gens n'ont même pas la possibilité de se rencontrer pour proposer quoi que ce soit. Et malheureusement, chacun des militaires est convaincu de pouvoir gagner par les armes, ce à quoi personnellement j'ai du mal à croire. Et pendant ce temps, l'armée, elle continue d'avancer dans Khartoum face aux paramilitaires. Pourrait-elle aller jusqu'à affaiblir complètement les FSR? Ça dépendra des soutiens, puisque dans ce genre de guerre, le problème, c'est le nerf de la guerre lui-même. Quand le problème de l'aide humanitaire s'est posé, le problème de l'aide humanitaire, aussi bien les militaires qui disent qu'ils sont au pouvoir avec le général Al-Burhan, que les militaires qui sont avec Hamdan Daglo Hemeti, tous avaient besoin de l'aide humanitaire. Parce qu'il y avait des médicaments dedans, il y avait tout un ensemble de choses dedans. Ils ont des blessés, ils ont des troupes à nourrir. Le pays étant désorganisé pendant 2 ans, qui cultive dans un pays en guerre sans savoir si on va récolter. Et c'est pourquoi ce couloir avait en quelque sorte été laissé. Et c'est pourquoi vous entendez les organisations internationales humanitaires se plaindre tout le temps. Parce que parfois, ceux qui sont en guerre profitent de cela également pour se ravitailler eux-mêmes, pas seulement pour pouvoir ravitailler les populations civiles. Mais ça veut dire que des deux côtés, il y a de la difficulté. Maintenant, ça dépendra de jusqu'où les soutiens extérieurs, puisque c'est ça qui alimente en quelque sorte la guerre, vont aller. Mais si d'un côté, il y a plus de soutien extérieur, comme ça se fait actuellement avec le camp de Al-Burhan, on voit clairement que la guerre est en train de changer de format. C'est eux qui prennent les initiatives, c'est eux qui gagnent sur une partie du terrain de la guerre. Mais il reste encore de vastes parties du Soudan entre les mains de son adversaire, le général Daglo. 2 ans après le début de ce conflit, quelle analyse faites-vous justement de la gestion de cette situation par les organisations régionales, notamment l'Union africaine? C'est un élément d'échec encore pour l'Union africaine. Il y a beaucoup de zones de conflit actuellement sur le territoire sur le continent africain. Et l'Union africaine a du mal à trouver une solution. L'Union africaine a même du mal à obtenir un cessez-le-feu dans ce genre de conflit. Et ça se comprend pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on dit Union africaine, ce sont nos pays pris les uns les autres. Généralement, quand vous regardez ces conflits, nos pays n'ont pas exactement la même position par rapport à la situation de conflit d'un pays. Ce qui affaiblit déjà l'Union africaine parce qu'elle ne parle pas véritablement d'une seule voix sur bien des conflits sur le continent, tout comme ailleurs du reste. La deuxième chose, tant que l'Union africaine n'aura pas une force militaire, parce que quand il y a ce genre de situation, appeler les gens à la négociation, c'est bon. Avoir la capacité de déposer une force d'interposition avec toute la force de frappe qu'il faut
pour que chaque partie sache où s'arrêter. Tant qu'on ne l'aura pas, quand l'Union africaine vient pour faire des négociations, on ne les écoute pas. Souvent, quand c'est les États-Unis, on écoute, parce qu'ils ont des capacités de sanctions qui font que le plus souvent, après avoir négocié un peu, quand vous n'écoutez pas, ils mettent en branle leur système de sanctions et vous voyez les gens commencer à changer de position. C'est le cas du Rwanda avec Kagame. Quand les sanctions ont commencé à tomber, vous avez vu le changement d'attitude qui s'est traduit également par un changement d'attitude au niveau du M23 qui refusait de négocier et qui dit actuellement je suis prêt à négocier. Il faut que l'Union africaine prépare une capacité de nuisance importante pour que quand il y a des conflits sur le continent, quand elle parle, que sa voix puisse être entendue. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.